Coucou tout le monde et bienvenue dans le Fiti Paradis. Salut. Aujourd'hui, on accueille Yerko. Enchanté. Yerko, présente-toi. Je m'appelle Yerko, je suis péruvien. Je suis arrivé en France en 2017. Je suis à Lyon depuis 2019. Et voilà, je suis cuisinier, mais aussi je fais du BMX. Du BMX? Oui. Trop bien, ok. Alors, je t'avais parlé un peu tout à l'heure de comment ça allait se passer. Donc là, tu auras plusieurs cartes. Ouais. Et tu as la possibilité de choisir le thème qui te fait plaisir. Alors, il y a plusieurs thèmes. Il y a amour, il y a pression sociale, il y a identité, famille. Tu m'as déjà parlé de quelques thèmes tout à l'heure. Ouais. Mais je t'inviterai à du coup le dire devant les autres aussi pour qu'ils soient au courant. Quel thème veux-tu aborder? Et après, on peut aller sur d'autres thèmes, bien sûr. Ouais, bien sûr, on va changer. Être étranger en France. Être étranger en France. Alors, pourquoi ce thème? Qu'est-ce que ça t'évoque? Beaucoup de souvenirs surtout. Parce que j'aime beaucoup la France par rapport à comment il m'a accueilli, cet pays. Mais c'était dur de décoller. Au début, c'était pas facile, je parlais pas la langue. Et j'ai pas eu le choix de rester ici. Donc ça a été un peu compliqué pour moi au début. Mais après. Quand tu dis que tu n'as pas eu le choix de rester ici, c'est dans quel sens? Qu'est-ce qui t'a poussé, entre guillemets, à te retrouver là? En fait, j'étais censé venir en vacances, de passer quelques vacances ici avec ma fille que j'ai des enfants. Et le problème, c'est que la mère de mon ex, ça fait une petite opération, donc on était obligé un peu de rester ici en France. Et après ça, j'ai eu des difficultés surtout pour commencer parce que déjà je parlais pas français, je cherchais des moyens à me débrouiller, mais là-bas à la campagne c'était pas simple, j'arrivais pas à trouver de travail non plus. J'en ai fait quelques-uns, débroussailler des arbres ou aider les paysans dans des petits commerces ou des petites choses, mais c'était vraiment dur de décoller. Si ça tenait qu'à toi, tu serais pas. Enfin, tu t'es senti forcé de rester un peu. Si ça tenait qu'à toi, tu te sentais bien là où t'étais, t'avais pas spécialement envie de rester après les vacances? Non, parce que ça m'a permis de connaître justement les pays tels qu'il est, la réalité, les gens que j'ai croisés et tout. C'est vrai que j'étais un peu obligé d'un côté à rester. Mais d'un autre, ça m'a fait grandir un peu comme personne. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire qu'en temps normal, j'aurais pas fait, par exemple. Quand on est toujours dans notre boule de savon, on voit pas les choses à l'extérieur et du coup, dès que ça éclate. Ouais, du coup tu disais, je suis désolée. Ouais, je disais du coup, vu que ça a été difficile, on voit pas certaines choses. Tant qu'il t'est pas arrivé, tu peux pas savoir comment agir sur le moment. On va dire qu'on est toujours dans une boulette de savon et dès que ça se perce, dès que la boulette éclate, tu découvres qu'il y a une vie à l'extérieur. Non? Du coup, ça m'a aidé à être la personne que je suis maintenant. Et comment ta bulle s'est percée quand tu t'es arrivé? Par exemple, j'aurais jamais pensé d'être sans papier ici, par exemple. Et c'est ce qui est arrivé avec les temps que j'ai dû rester. J'étais dans l'illégalité, du coup régulariser les papiers et tout, ça a été un peu compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Ça a pris beaucoup de temps et tout. Entre-temps,
J'ai j'ai appris des autres choses. J'ai commencé à faire un peu des bénévolats avec des enfants. Et du coup, pour des associations justement avec des gens sans papier et tout comme moi à ce moment. Et j'ai commencé à apprendre à jongler, mais aussi je faisais des petits bracelets brésiliens pour montrer aux enfants. Je montrais comment colorier aux petits, des petits trucs comme ça. J'ai fait un peu de cirque aussi. Et tout ça, enfin, tu l'as fait pour les enfants en général et ça t'a plu, t'as l'impression que Et tu leur apportais quelque chose. oui, justement. Parce que même moi, ça m'a permis de canaliser mon énergie et mon espoir et de me dire que j'étais en train de faire quelque chose de bien. Mhm. Malgré la situation que j'étais en train de vivre, ça m'a permis de penser à autre chose, justement. C'est que pendant que tu faisais du bénévolat, enfin, du coup, t'étais sans papier et tu vivais. Et j'étais à la rue carrément. Je me suis séparé parce que les choses étaient trop difficiles. Et je suis allé dans une autre ville pour essayer de trouver une solution. La ville, c'était Nantes. Mhm. Parce que mes enfants, ils sont au Mans, dans la ville de Mans. Donc, c'est juste à côté. Mais pareil, à Nantes, j'étais un an, un peu plus peut-être. C'était cool, mais j'ai pas réussi à faire mes papiers du tout. Parce que là-bas, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui arrivent et tout, et je parlais pas assez la langue non plus. Mais t'avais quelqu'un pour t'aider? Parce que c'est Non, dur d'être dans ce. non, justement, c'est pour ça que ça m'a pris du temps, parce que j'étais tout seul. Et moi, je me suis motivé justement à parler la langue, à pouvoir lire, écrire, à passer l'examen et tout, parce que j'avais besoin. Et justement, après ça, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour venir ici à Lyon. Il y avait un petit resto péruvien qui venait d'ouvrir. C'était avant le Covid. Du coup, ça avait besoin des gens. Je suis arrivé ici, j'ai travaillé quelques mois avant que le Covid arrive. Comme j'étais pas français, pour le dire comme ça, j'avais pas le droit au chômage et tout. Du coup, bon, ça m'a fait encore un pas en arrière alors que j'avais déjà trouvé une colocation, j'avais sorti un peu. Donc, retour à la roue. Pendant le Covid. Mais cette fois-ci, c'était un peu plus simple parce que je connaissais déjà tout, pour le dire comme ça. Et quand je jonglais, je faisais des bracelets, je continuais à faire un peu le même. Du coup, je sortais en ville pour vendre mes bracelets, pour faire un peu des sous, histoire de pouvoir manger, avoir un petit peu des sous que si jamais demain je suis malade ou quoi, ou s'il m'arrive un truc, au moins j'ai un peu de. C'était. Ouais. Ouais. Non, Pardon. vas-y, Non, continue. c'était plus simple aussi par rapport à que je parlais déjà français et du coup c'était un peu plus simple aller vers les gens, pouvoir parler, justement pouvoir vendre mes petits trucs et tout, c'était quand même beaucoup mieux. Ok. Et tu l'as vécu comment émotionnellement de te retrouver à la rue, d'essayer de vendre des choses? Est-ce que tu as l'impression que autour de toi, que tu as rencontré des gens qui étaient plutôt bons et prêts à aider, ou plutôt tu t'es senti invisible, ou les gens t'ont beaucoup ignoré, ou comment est-ce que tu as vécu le fait de devoir J'en vendre ai, des choses pour avoir de j'en ai l'argent? trouvé les deux, des gens mauvais et des gens sympas. Mhm. D'un côté, quand je me retrouvais à la rue, je devais aller faire un peu la manche et tout, devant les boulangeries, les magasins ou les bureaux de tabac, et en même temps essayer de vendre mes petits trucs. Il y avait des gens qui t'agressent juste parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ta situation, ils ne s'arrêtent même pas à parler avec toi, et le premier truc qu'ils te balancent,
je sais pas, va travailler, va faire des trucs, demande pas de sous comme ça, va chercher ta vie, des choses comme ça. Sauf que la situation, elle est tellement compliquée que même si on veut travailler, on peut pas. Ouais. Parce qu'on est bloqué dans tous les sens. Et puis personne n'a envie de se retrouver à la rue. Enfin, Et ouais, enfin, c'est dur, hein. Mentalement, c'est quelque chose, c'est dur. Mais par exemple, je me suis dit, heureusement, ça m'arrivait à moi tout seul, et pas quand j'étais avec ma fille et mon ex-copine, parce que ça aurait été dur. mhm. J'imagine pas la charge mentale, surtout pour ma copine avec la bébé et tout, ça aurait été trop difficile. Alors que moi, j'avais besoin juste d'un petit coin où dormir et ça va, je me reposais tellement je marchais toute la journée partout que je dormais en 5 minutes, même pas. Mais t'as une famille là d'où tu viens et ils se sont pas inquiétés. Est-ce qu'ils connaissaient ta situation? Bah, le problème, c'est qu'il m'est resté mon père, mais mon père, il est décédé 1 an après que je suis arrivé ici. Du coup, on va dire, en quelque sorte, j'ai peu de famille. Ah. Je dois avoir j'ai des cousins, des trucs comme ça, mais on n'a jamais été proches, pour le dire de cette façon. Ah, du coup, tu t'es vraiment retrouvé seul au Oui. monde. Et aussi, j'ai croisé des bons gens, justement. Et c'est ça qui est cool parce que c'est des potes que j'ai encore, des potes qui font du vélo et que moi j'ai fait un peu du vélo avant, mais justement à ce moment je peux plus en faire. J'étais coincé, j'étais dans la rue, c'était difficile, mais j'avais toujours la passion. Et le fait de rencontrer justement ces gens, ils m'ont aidé, ils m'ont dit ah mais comment ça se fait, tu fais du vélo, t'es là, mais bien, tu seras plus dans la rue, bien squatter chez moi et tout. Et du coup j'ai des potes qui m'ont accueilli, ils m'ont fait venir chez eux. On a mangé, on a partagé. J'ai commencé à faire des petits boulots dans les marchés. Et avec les premiers sous que j'ai eu, je me suis acheté un vélo sur le bon coin. Et du coup je suis retourné dans les games. Mais du coup, ce vélo, il doit être symbolique. Ça doit être le Ouais. vélo de ton cœur. Ça représente beaucoup pour moi justement. C'est celui avec lequel t'es venu ou c'est un autre? Non, c'est un autre Ah oui. que j'ai à la maison. Avec le temps, les pieds s'y tiennent plus, hein. C'est que c'était il y a combien Ouais. de temps? Du coup, t'es arrivé, t'avais quel âge à peu près? Là, j'ai 38. Donc, on va dire, ça fait 5 ans que je suis sur Lyon. Ah oui, donc t'as vécu tout ça en 5 ans? Hmm. C'est fou, t'es allé vite. Hmm. Enfin, Hmm. ça a dû être très très long. Mais je veux dire, t'es Et arrivé, t'as eu les vacances, je- après tu t'es retrouvé à la Je rue. suis arrivé en 2017 en France. Mhm. En 2019, je me suis séparé justement à cause des problèmes et je suis venu sur Lyon. Donc depuis 2019 que je suis sur Lyon et j'ai adoré cette ville et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes à Lyon? Tout, Tu t'es senti plus tout chez parce toi ici? que oui, il ressemble un peu à ma ville d'origine, Mhm. à ma petite ville dans la montagne, mais en même temps, c'est surtout par rapport à la météo que c'est comme chez moi. Surtout en hiver, c'est Mhm. froid comme chez moi, du coup je sens pas trop les froids et tout, je suis à l'aise. Ah ouais, je me rends pas compte. C'est vrai qu'au Pérou, il fait enfin, il fait froid, non? Ma ville, d'où je viens, c'est une toute petite ville à 3200 mètres. Donc Ah oui. on est haut quand même. Après, on n'a pas la neige comme au début quand je suis arrivé ici. C'était la joie parce que les premiers hivers que j'ai vécu ici à Lyon, il y avait de la neige partout. Et j'étais comme un enfant en train de jouer, en train de faire des batailles de boules de neige. C'était Mhm. c'était trop bien. Mais il n'y a pas ça chez moi, justement. Après, les gens que j'ai rencontrés, justement, que maintenant, on va dire, c'est comme ma famille. Les potes que j'ai fait et tout. Et la ville que j'aime beaucoup, le sens où ça bouge beaucoup. Si tu veux de la musique, il y a de la musique. Si tu veux du théâtre,
Tu veux aller au musée, tu veux aller voir un concert, mais tu vas aussi voir une exposition d'art ou quoi. Lyon, on bouge beaucoup dans ce sens. La ville, elle est infatigable, Ouais, pour le dire comme ça. si, et du coup, si on reprend ton parcours depuis le début, enfin, quelle vie tu avais quand tu étais au Pérou? Comment tu te sentais? Comment, enfin, si c'est pas indiscret, comment tu as rencontré ton ex? J'ai toujours fait de la cuisine. Mhm. C'est une Et passion ou moi, c'est mon métier. Et bon, c'est ma passion aussi parce que bah, j'aime beaucoup la nourriture. Et, et le fait d'aimer la nourriture, ça te fait justement que quand tu fais à manger pour quelqu'un d'autre, tu peux mettre en partie de toi justement, tu mets de l'amour et tout. Hmm, je sais pas, c'est une façon de donner quelque chose d'un matériel à ta façon, à ton style. C'est ton amour qui parle, Ouais. qui chante dans la cuisine, pour le dire comme ça. Et j'ai connu mon ex parce qu'elle travaillait dans un hôtel. Bon, je travaillais dans son restaurant et elle travaillait dans un hôtel Mhm. à côté de mon travail. Elle est française, mais elle a fait des études d'administration et tout. Et elle était en train de faire un trip en Amérique du Sud. Du coup, on s'est recroisés comme ça. L'épouse de mon patron, elle était française. Du coup, elle avait déjà parlé avec mon ex. Elle s'appelle Amélie. Elle avait déjà parlé avec Amélie et tout. Et un jour, ils m'ont proposé, oh, tu veux lui montrer la ville? Ouais, vas-y, avec plaisir. Ça a vite matché, on a un bon feeling. Maintenant, on est super potes, par exemple. Trop bien. Même si on est un peu séparés parce que ça a été difficile, on continue à être potes et avoir une bonne communication et tout, c'est ce qui est important d'ailleurs. Ouais, bah, rien que pour les enfants. Oui, Important. oui, oui, oui. Mais Ah, elle a vécu comment le fait de savoir que tu te retrouvais à la rue ouais, d'un côté, bah, c'était dur aussi pour elle, mais comme je disais tout à l'heure, heureusement que ça m'arrivait à moi et pas quand j'étais avec elle, j'ai dû me séparer un peu pour essayer que ça impacte un peu moins de ce côté, tu vois. Mhm. Parce que, bon, j'imagine pas une vie avec elle dans la rue comme ça aurait été atroce. Atroce avec ma petite et tout. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 8 ans, 8 ans, trop chou. ouais. Et bon, après, on a l'autre qui a 7 ans cette Mhm. année. Il a pris 7 ans cette année, les garçons. Du coup, tous les deux, ils sont grands, ils grandissent de façon merveilleuse. C'est ma petite fierté, tous les deux. Ils font ils vont, tu penses, faire du BMX aussi ou des sports de ce style-là ou ils sont plutôt différents? Les petits, ils aiment beaucoup la trottinette et les rollers. Mhm. Et ma fille fait la gymnase. Ok, trop bien. Du coup, je sais pas si au bout d'un moment ils veulent se mettre au vélo. En tout cas, je ne les oblige pas, hein. Mhm. Si ça arrive, ouais, je serai fier, bien sûr. Mm. Mais ok, du coup, il t'a rencontré ton ex comme ça, vous êtes amis aujourd'hui. Et après, vous êtes venus en France pour Oui, des vacances. oui, oui. Et au final, sa maman, si j'ai bien compris, On était voulait, malade. ouais, on voulait connaître les grands-parents pour ma fille et tout, pour qu'elle connaisse ses grands-parents et tout. Et après, bon, ça a Ouais. été un peu dur. N'hésite pas à dire si je pose des questions qui sont trop intrusives, qui sont Non, trop. Non, mais non. comment, comment par exemple, tu t'es retrouvé de rester un peu plus avec ta femme et ta fille parce que ta belle-mère a besoin de soins. Comment tu t'es retrouvé de là à dans la rue? Euh, Qu'est-ce qui Euh, s'est passé entre-temps? Quelle a été l'escalade? ouais, ouais, ouais.
On va dire que c'était dur aussi mentalement parce que vu que je devais rester, les jours et le temps y passaient et j'arrivais pas à trouver une solution pour moi et même le fait de vouloir faire les papiers et tout, ils te disent ah si t'es pas marié bah ça va pas marcher, je sais pas quoi et nous on voulait pas se marier juste par obligation parce que c'est quand même moche Mhm. d'un côté. Et hum, à ce moment-là, je commençais justement à voir souvent une personne à qui j'aidais, qui fait de la charcuterie un peu. Je passais l'aider de temps en temps pour histoire de me faire un peu de sous et tout pour l'aider aussi. C'était pas un travail, c'était surtout des dépannages. Mhm. Et le problème c'est qu'il picolait un peu. Du coup, bon, avec ce qui était en train de m'arriver, je suis devenu un peu accro à l'alcool aussi. C'était plus simple. Et après, le fait d'être à la maison, d'être sans rien faire et tout, je commençais à boire un peu trop. Mhm. Du coup, il y a un moment, c'était plus possible. Et moi, je l'ai vu aussi. Du coup, je pense que c'était les bons moments pour partir. Pas faire de mal aux gens que j'aime et en même temps hmm, c'est sortir les doigts un peu Ouais. de ce sens-là Mais et bouger non parce que personne qui plus que moi allait trouver une solution. mais il faut une force d'esprit pour se dire. Mais quand tu es dans une addiction, là pour le coup l'alcool, et que. Enfin, il faut une force d'esprit pour prendre du recul et dire là je fais du mal aux personnes que j'aime autour de moi et il faut que je parte. Je trouve que tu as été très fort. Justement, De... je me suis éloigné pour pas que ça impacte beaucoup aux gens que j'aime. Mhm. Et malgré ça, je continuais quand même un peu à boire jusqu'à que j'ai arrêté, mais ça n'a pas été simple. Et comment t'as Mais arrêté? Est-ce que t'as eu un déclic? Est-ce que ça a été du jour au lendemain, d'un coup? Ou est-ce que ça a pris du temps, tout doucement, petit à petit? ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps. Parce que le fait d'être dans la rue, c'est déprimant quand même. Mm. Et plus je me trouvais seul, bah, les premiers jours, j'avais même pas une tente au quoi où dormir. Je devais vraiment trouver, demander aux gens, ou essayer de voir ce que je devais faire et tout. J'avais pas d'argent. Et dans ces moments-là, tu fais... Enfin, Et ça m'a rongé trop, trop la tête. ouais. Et la toute Et première fois où tu t'es retrouvé dehors, t'as... Enfin, t'as demandé de l'aide ou t'as eu peur de demander ou tu te sentais... Comment tu te la toute sentais première après? fois que je me suis retrouvé dehors, j'ai fait un peu de stop pour arriver au Paris. Et à Paris, j'ai essayé d'aller dans la Légion étrangère Mhm. pour me dire, bon, peut-être que l'armée, ça peut être une solution. Sauf que ouais, je venais déjà d'avoir marché beaucoup, j'étais fatigué, donc j'ai pas passé les tests là-bas. Ils m'ont gardé une semaine et après ils m'ont dit non, mais monsieur, revenez quand vous serez en meilleure condition physique. Mhm. Et bien sûr, c'est fort. Et du coup, j'étais à Paris, encore dans la rue, je fais quoi? Donc, ma première réaction, c'était des villes, hein, mais ma première réaction, c'était d'aller dans une carrefour à voler une bouteille d'alcool. Mhm. Et, ouais, je me suis fait choper, ils m'ont fait balader dans des magasins, et tout. C'était c'était pas cool, mais en même temps, ça me faisait penser à ce que j'étais en train de faire et ce que je devais faire après. Mais en même temps, c'est Et, dur. Enfin, ouais, c'est dur de ouais, se retrouver dehors, d'être tout seul dans un pays qu'on connaît pas, où avec on... une langue qu'on parle Ouais, une pas langue et qu'on tout parle ça, pas. c'est dur. Et puis les Français sont pas les plus sympathiques
Donc je suppose que ça a dû être, surtout à Paris, je suppose que ça a dû être très dur de même créer des liens. Incroyablement, c'était les gens qui étaient dans la même condition que moi, un peu pire, qui me disaient non, mais gros, viens, reste ici un peu, on va voir, bah tiens, j'ai du pain, j'ai du machin, mange, on verra, on va trouver un truc. Et, oh, demain, il y a un marché, peut-être que tu vas là-bas, tu demandes s'ils ont besoin d'aide, des trucs comme ça a commencé comme ça. Et bah, je peux dire que c'est les gens qui ont difficulté et qui ont rien pour eux-mêmes qui sont ceux qui vont plus t'aider dans ces genres de situations. Et ouais, ça m'a beaucoup touché aussi, ça m'a fait me réfléchir surtout sur pas mal de choses. Et bah, même si ça a été dur comme expérience, ça a été joli justement parce que on va dire ça m'a ça m'a formé Mhm. et ça m'a préparé pour ce qui venait après. Du coup après quand je suis venu à Lyon et tout, période de Covid, bah, c'était un peu plus simple. Je savais déjà en quelque sorte comment faire, où commencer. Mais pourquoi t'es venu à Lyon du coup de Paris? Pourquoi t'as choisi Lyon? C'est parce que il y a le resto péruvien qui est ouvert. En fait, sur Facebook, il y a la patronne du restaurant qui cherchait des gens et moi j'ai commenté la publication. Il m'a dit mais t'es où? Moi je dis là je suis à Paris mais si vous me payez les billets j'arrive demain à Lyon et je commence à travailler pour vous. Il m'a dit ouais vas-y. Trop bien. Et du coup c'est comme ça que je suis arrivé. Au début je vivais dans le resto. Je dormais dans le salon où il y avait des gros canapés avec les tables un peu en bois, mais les chaises c'était plutôt comme des canapés, pas trop comme. Si, je vois ce que tu veux Et, dire. bon, du coup, je commençais là. Après la cave du resto aussi, ça m'a servi de dortoir. Mhm. Et petit à petit, en demandant avec des gens d'Amérique du Sud et tout qui sont ici sur Lyon, en créant des liens avec les gens et en parlant, j'ai trouvé une petite colocation en chambre à louer chez l'habitant. Ça m'a coûté pas cher, ça m'a coûté 200 balles pour moi et ça m'a permis au moins de sortir, avoir des douches un peu plus régulières, des trucs, bon, on va dire un peu plus humains quoi. Mm. Et comment de cette situation enfin, quand tu t'es retrouvé à la rue, que tu as dit à Lyon, et quand tu aidais les enfants, Ouais. c'était après ce moment-là ou c'était avant ce moment-là? Euh, C'était en premier quand j'étais sur Nantes. Et après, ici à Lyon aussi. Quand j'ai dû retourner à la route, du coup, j'ai cherché des associations que je connaissais déjà. Par exemple, il y a une association qui s'appelle La Cloche, Mhm. qui est pas mal, qui aide beaucoup de gens et tout. Et eux, à Nantes, ils avaient déjà mis en système les trucs des cafés en attente, des repas en attente et tout. J'ai trouvé ça super cool. Et quand je suis arrivé ici, j'ai contacté l'association de La Cloche d'ici des Lyon-du-Rhône. Et avec eux, bah, j'ai parlé un peu, j'ai fait des bénévolats, j'ai appris aux gens à faire des bracelets, on a fait des coloriages, Et ça, pas mal c'était, de petits trucs. et ça, c'était en contrepartie. Enfin, tu faisais du bénévolat et en contrepartie, on te donnait, je sais pas, un logement, Non, rien. Non? Non, Du coup, non. du coup, Il m'aidait juste à faire mes démarches par rapport au papier, mais comme ça a été long, euh, on va dire, j'ai jamais attendu quelque chose de quelqu'un. J'ai toujours essayé de faire les choses un peu de mon côté. si, ouais, mais c'est ça qui est ouf, c'est que tu n'avais rien, tu étais dans la rue, mais
tu as voulu être bénévole et tu as voulu aider des enfants, apporter un peu de joie, entre guillemets, quand tu dis que tu as fait du cirque, que tu as fait des petits bracelets Ouais, pour les enfants. ouais. Du coup, c'est ça qui est beau. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont une vie plutôt bien, mais qui pensent pas à faire du bénévolat. Ça me fait beaucoup penser à mes enfants. Du coup, je disais, je reste toujours un père, hein. Je suis toujours père, donc bon, on va essayer dès que ça se passe bien au moins. Parce que je voulais pas retomber dans l'alcool non plus. Du coup, il fallait que je sois occupé, que je sois toujours en train de faire quelque chose. C'est Et que du- sinon, t'es pas occupé, après c'est plus simple de retoucher à l'alcool, de retomber, de replonger dedans. Mais c'est que du coup, t'as arrêté comment l'alcool? T'as arrêté du jour au lendemain ou ça t'a pris un petit temps? Un petit temps, ça a été quand même une petite transition. Parce que ouais, je mens pas, je me déprimais un peu beaucoup au début. Et plus je commençais à parler, plus je suis allé vers les livres et vers les gens aussi. Parce qu'avant, je ne pouvais pas lire. Et c'est quelque chose que moi j'adore. Mon père, il était prof de littérature, du coup, lui, il m'a toujours inculqué l'amour pour les livres. Et je savais que ça allait être un peu difficile, mais que ça allait m'aider aussi pour pouvoir parler après, pour avoir des vocabulaires et tout. Du coup, c'est ça qui m'a permis d'aller voir les gens, parler. euh, je sais pas, essayer de me débrouiller toujours. J'ai toujours pas arrêté de bouger, donc je crois que c'est ça, hein. Mais tu l'as trouvé où la force de faire tout ça? N'importe qui à ta place se serait effondré. C'est Oui, dur, t'as eu une vie il y a du compliquée. moment, par exemple, surtout quand je me retrouvais tout seul, que je me mettais à pleurer parce que j'en pouvais plus de ma vie. Mais j'ai fait ça surtout pour mes enfants, hein. Parce que je voulais le voir, je voulais m'occuper d'eux, je voulais être là. Et le fait de ne pas les savoir et d'être en train de passer tout ça, ça me dégoûtait. Eux, ils ont Et- compris le fait que tu n'étais pas spécialement présent, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, à chaque fois que j'allais les voir ou que je pouvais faire les allers-retours pour aller voir les enfants, j'ai toujours essayé de laisser des beaux souvenirs plus que les journées, la journée que je passe avec eux soit une journée spéciale où il y a que de sourire. Donc maintenant, j'essaie de toujours faire ça un peu. J'essaie de que ça se passe le mieux possible et que eux ils gardent les meilleurs souvenirs de moi dans leur tête, hein. Parce que quand même, j'étais pas présent pendant un bon moment. Donc. Et là, tu les vois tous les combien de temps à peu près? Là, je fais 2 fois par mois, à peu près. Et ça dépend parce qu'avec les travails en cuisine, on n'a plus de vie, nous. Ouais, la cuisine, Nous, les cuisiniers, on vit enfermé dans une cuisine et c'est comme une petite prison. Mais Puis là, en plus, bon. il fait chaud, il doit faire très très chaud Et dans ouais. les cuisines, ça doit être horrible. Ouais. Avec les fours, avec les réchauds, les plaques, tout ce qu'on a. C'est fort, hein. Mais c'est le métier que j'ai choisi, j'aime toujours ça, donc Mais oui, mais du coup, t'es arrivé, tu t'es retrouvé à la rue après le Covid et t'as trouvé du travail en tant que cuisinier du coup. Ou est-ce que t'as trouvé autre chose d'abord? C'est le métier que tu fais aujourd'hui qui t'a fait sortir de la rue ou c'est... non, le premier travail que j'ai trouvé, c'était en construction pour faire les placos. Ok. J'ai appris à faire les placos. J'avais jamais fait avant. Et j'aimais plus faire la finition, coller les joints sur les rebords, après passer les... Comment ça s'appelle? L'enduit là, pour cacher
pour cacher le papier des joints, après pour que les messieurs qui viennent peindre passent après et tout. C'était plus détaillé, on va dire, comme travail. Un peu moins fatigant que bouger tout le temps avec les placos. Mais par contre, on commençait tôt. Hein. Je partais à 5h du matin, je faisais presque 5h30. Je commençais à 6h, 7h du matin, jusqu'à 17-18h. Donc ça a été quand même long. Et après dans la cuisine, c'est un peu pareil parce qu'on a des horaires coupés. Oui, pardon. Du coup, même maintenant je fais 9h, 14h, 15h et après je reviens à 18h jusqu'à 23h. Mais c'est normal de faire autant d'heures dans une journée Ouais. Ah oui. T'es cuisinier, t'as pas une vie, t'as la chance. Si t'as du temps pour toi, t'as la chance. Okay. C'est comme ça. Après, par exemple en collectivité, quand tu fais de la collectivité, tu as des horaires un peu fixes. Tu peux commencer à 7h du matin jusqu'à 15h le midi et après tu rentres chez toi, tu es tranquille. Mais bon, c'est différent aussi. Et du coup, tu le trouves où le temps de faire du BMX? Je suis obligé de sortir même en fin de boulot à 23h un peu. Ah ouais. Parce que déjà en cuisine, tu es sur les nerfs. Si tu as fait les rushs et tout, tu es un peu comme ça parce que tu as trop crié, tu as trop couru, tu as trop fait. Et à la fin, moi, j'arrête pas de dormir. Donc j'ai besoin de me fatiguer un peu. Je sors faire un petit tour en vélo. Et sinon, en semaine, ça dépend. Des fois, j'ai 3 jours de repos, 2-3 jours de repos, un week-end sur 2. Du coup, là, je suis tout le temps avec le vélo. Et du coup, comment ta passion pour le vélo a pu revivre et t'aider? Parce que dans ton message, tu disais que ça t'avait apporté beaucoup de choses. Ça m'a changé la vie carrément. Ça t'a changé la vie dans quel sens? Dans le sens où les gens que j'ai rencontrés justement au début quand je suis arrivé à Lyon, c'est des gens qui m'ont ouvert son cœur, m'ont ouvert les bras et m'ont dit non mais peu importe si t'es à la rue, mais viens, fais du vélo avec nous. Et j'étais un peu en mode ouais mais les gars, je sais pas, j'ai rien. On t'a rien demandé, juste bien faire du vélo. Et c'est du coup pour ça qu'après j'ai cherché un vélo sur les bons coins et tout. Et dès que ça a commencé, j'ai pu revivre, pour le dire comme ça. Ça t'a fait revivre dans quel sens? Tu t'es senti libéré du poids décompressé, ouais, justement, décompressé. C'est pour ça que je disais que ça marche beaucoup mieux qu'un psychologue. Parce que tout ce que tu le ressens, tu vas le canaliser sur le vélo et tu vas pouvoir te défouler après comme tu veux. Après, c'est vrai que le vélo, il fait mal. Ça c'est pas un secret. Il fait mal dans quel sens? Physiquement, avec les blessures et tout, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Surtout quand c'est pas la même à 20 ans qu'à 35 ou à 38. La blessure que tu avais au bras, du coup, tu te l'es faite au BMX? J'ai fait une entorse, j'ai fait une entorse au poignet. Mais heureusement, c'est juste une entorse. Ça reste encore un peu gonflé de ce côté, mais il est déjà passé presque. Ouais, de toute façon, on apprend que ça à faire dans la vie, à casser des trucs et après à se relever, à surmonter. Et puis ça t'apporte plus de joie et plus de bonheur que de malheur, non? Ouais, c'est ça. Et le vélo, c'est quelque chose qui m'a fait découvrir tellement de sentiments. Parce que le vélo, il m'a permis de voyager, il m'a permis de connaître plein du monde. Et où on va avec le vélo,
il y a toujours quelqu'un qui va te voir et te dire: «Ah, mais toi, t'es comme moi, viens, 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 t'es comme moi.» On partage la même passion, mais il y a beaucoup ce côté de camaraderie, on va dire, où on partage sans se poser de questions si les statuts sociaux ou quoi. Juste, on se regarde, on fait de vélo, on partage une passion et basta. Ça t'a fait voyager en France, ça t'a fait voyager en dehors, ça t'a fait voyager mentalement, ça t'a fait voyager comment? Un peu partout. Là récemment, j'étais à Montpellier pour les championnats mondiaux du BMX pour les fils, justement. C'est vrai, tu Mais m'as cette dit. année, il y a... ouais. Tu vois, de ce côté, je suis content aussi, parce que cette année, il y a pas mal de jeunes d'Amérique du Sud qui ont ressorti et qui se sont dit, bien, bien, on y va. Et du coup, là, ils sont tout arrachés à la compétence. Trop bien. Les premiers places sont occupés pour les latinos. En Espagne, par exemple, il y a les Colombiens, Julian Caicedo, qui a gagné. Et qui a gagné contre Ryan Williams, que c'est un mec qui est super fort, qui sort en Nitro Circus avec sa trottinette ou avec son vélo et qui fait des dingueries, mais des trucs hallucinants. Et c'est un Colombien qui l'a gagné. Ok. Euh, en street, en BMX par exemple, euh, la première place c'est un mec de Nicaragua et la deuxième place c'est un Brésilien. Après les troisièmes c'est un Allemand je crois, un truc comme ça, mais dans la compétition, même les pros, ceux qui gardent toujours le statut des meilleurs pros et qui sont, on peut dire, les favoris de toutes les compétitions et tout, on les a même pas vus. Parce qu'ils ne sont pas passés les qualifications, du coup, il y avait des gens complètement sortis de nulle part qui s'arrivaient et qui cassaient tous les skateparks, juste comme ça. Ça a été vraiment différent. Parce qu'on voit qu'il y a un niveau différent et moi j'attends pour les prochaines compétitions justement que le niveau il augmente mais Il de augmente façon encore incroyable. plus. Ouais, 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 je pense pour les prochains championnats, pour les prochains championnats, ça va être fou quand même. Et t'y es allé pour, juste pour regarder ou t'y es allé pour participer à certains trucs aussi Non, je suis pas allé pour participer parce que j'étais pas, j'étais pas très bien préparé pour le dire comme ça. J'aurais su que j'allais partir, je m'aurais préparé, mais ça partit juste par un coup de tête parce que il y avait déjà des potes qui allaient partir. Et je savais pas si je travaillais ou pas. Mhm. Du coup, j'étais en mode non, je crois que je bosse et tout. Et jusqu'à que je me suis dit non, vas-y, je pose 2 jours et je pars. Et je l'ai fait au dernier moment, du coup, je m'attendais pas. Mais là, justement, en parlant avec des amis, on va chauffer pour essayer de participer l'année prochaine. Trop bien. Comme ça, même si on n'arrive pas à la meilleure place, ça sera toujours pour le kiff, pour le Ouais. feeling, juste de pouvoir participer et de se dire que c'est quand même incroyable. Tu crois que c'est combien de temps de préparation un peu pour faire un championnat? Ah ouais, ça. Même si je fais de vélo toute ma vie, je serai jamais prêt pour un championnat. Il y a toujours des trucs qui peuvent arriver, mais Mais c'est né où le BMX? aux États-Unis. Ok. Aux années 80, si je ne me trompe pas, c'est 74, 80, à peu près cette année. Ça a commencé un peu avec les skates et après c'est les BMX qui sont arrivés un peu comme ça parce qu'il y avait comment ça s'appelle? Hmm, Il y avait des films qui sortaient à l'époque par rapport au vélo, mais hmm,
À ce moment-là, c'était surtout la mode du skate, le surf et tout ça, et ça c'est arrivé à peu près en même temps. Et après, ça s'est démocratisé, c'est un peu allé partout, 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 partout dans le monde. Et justement, ça c'est cool parce que, par exemple, maintenant, au Pérou, on est le deuxième pays en Sud-Amérique qui a plus de skateparks après le Brésil. Le Brésil, c'est grand quand même. Donc nous, maintenant, on a une fédération de VMX, on entraîne les gens pour les JO et tout. Bien. Ça évolue dans pas mal de cas. Et là, il y a aussi, par exemple, au Nigeria, ça commence aussi à se développer vers là-bas, en Afrique, grâce aux gens justement qui ont des origines, et en même temps des gens qui essaient de que ça bouge toujours. Parce que par exemple en Inde, en Afrique et même en Amérique latine, les pièces et l'accès aux pièces de vélo, c'est pas toujours facile. C'est là où des gens comme les riders, par exemple, ils s'envoient des matos pour que les gens ils puissent accéder de façon gratuite. Et comme ça motive plus de gens à pouvoir rider et pouvoir faire du vélo, justement. C'est que pour toi, du coup, le BMX, c'est quoi? C'est une famille? C'est ma famille, ouais. C'est ta famille? Ouais, ouais, ouais. Et je sais que, par exemple, en Amérique du Sud, c'est dur parce que par rapport à la drogue et tout, c'est différent d'ici. Les gens galèrent un peu plus. Il n'y a pas trop de sous et tout. Mais je sais que justement, ça peut sortir de la rue à plusieurs, surtout les jeunes, les plus jeunes, et leur mettre dans les sports, qu'ils fassent des sports, et montrer que ça peut leur changer la vie aussi. Même si on ne gagne pas notre vie avec le VMX. Juste le fait d'en faire, ça va changer ta façon de penser, ça va changer ta façon d'être. Donc tu vas toujours vouloir d'être un peu meilleur dans le sens où tu es acharné à mettre un truc et que tu le mets pas, même si tu fais 100 trails, tu le mets pas, tu vas avoir toujours la rage de le faire et de que ça rentre propre et tout. Et qu'à la fin, dans la vie, dans les jours à jour, quand ça t'arrive des choses, du malheur par exemple, tu as déjà l'habitude d'encaisser des trucs. Du coup, le seul truc que tu fais, c'est tu te écoutes, tu te relèves et tu continues. C'est un peu une façon de voir les choses aussi, une façon de voir la vie. Donc je pense que c'est positif et que ça peut sortir beaucoup de gens de la rue, surtout là-bas. Parce que pour les jeunes, c'est plus simple et là-bas, c'est simple de tomber dans la drogue, dans les addictions et tout. Et par rapport à ça, je sais que les VMX, ça aide. Ça aide vraiment. Et ça va? Ouais, il y a juste du vent, ça va. Je crois que c'est parce que c'est là-haut que ça. C'est toujours là que ça gonfle. Ouais. T'as pas chaud? Mais ça va. C'est chaud, mais ça va. Chaud, si tu veux, on fait une pause. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais si tu veux, on fait une pause ou un truc comme ça, non? Ouais, laisse, c'est pas grave. J'attends que le vent passe pour le descendre. Ah si, je le soulève là maintenant. Il va tomber. C'est super intéressant ce que tu dis. Hein. Ouais, c'est super intéressant. Il y a plein de C'est choses. super intéressant. Moi, tu me donnes envie de venir manger au restaurant. Allez, hein. Ouais, tu disais que le BMX c'était ta famille. Oui. Oui, oui, oui. Ah, là maintenant c'est quelque chose de très important pour moi justement parce que par rapport à toutes mes expériences et comme il me reste plus de familles et tout, les gens que j'ai pu connaître avec les vélos c'est des gens quand même que j'estime beaucoup. Oui, c'est des gens qui m'ont ouvert son cœur, son âme de façon très 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 comme on dit, ils m'ont jamais rien demandé ou quoi, c'est juste c'est des amours. C'est des amours. Du coup je considère ma famille justement.
Et qu'est-ce qui t'a, pendant tous ces moments où tu vivais des choses du coup pas très agréables, qu'est-ce qui a été ton moteur pour continuer de te lever, continuer de chercher, continuer de trouver des solutions? Enfin, même au niveau des papiers, tu disais que c'était compliqué. Quand tout est compliqué sur tous les plans, famille c'est compliqué, travail c'est compliqué, Ouais, se loger c'est compliqué, mm, je suppose que manger c'est compliqué. ouais. Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as... Bah, j'avais toujours mes enfants en tête, hein. C'est mes enfants qui m'ont fait bouger. Le seul truc que j'avais en tête, c'était non, mais il faut que tu ailles voir les petits, tu vois. Il faut que tu ailles voir les petits, il faut que tu ailles voir les petits. Je me disais ça tout le temps dans la tête. Donc, toute la motivation, ça a été mes enfants. Et ça l'est toujours. Toujours. Parce que ma fille, des fois, il m'appelle, il me dit ah, tu nous manques, j'ai besoin de toi. Et moi, je suis, mais je voudrais être là. Juste, je peux pas pour l'instant, je travaille ou quoi, mais j'essaye de faire vite et à chaque fois, c'est de plus en plus, il me réclame plus. Donc, c'est quand même difficile, mais j'essaie de gérer ça bien. Mais ça a été toujours les enfants. Ok, depuis toujours. Oui, oui, oui. Ouais, en premier, c'est de la famille, après, c'est le vélo. Mm. La famille c'est ta motivation et le vélo c'est ce qui t'a aidé à tenir peut-être. C'est Non, ça, c'est ça? c'est ça. La motivation, c'est ma famille, mes enfants, et le vélo, c'est la force. Mhm. Juste, Et du coup, ton parcours par rapport au papier, comment ça s'est passé? Comment t'as réussi à la fin des fins, comment t'as réussi à les avoir, sachant que tu disais que bah, t'étais en illégalité au début, oui, que oui. tu parlais pas la langue. Je suppose que, enfin, c'est difficile même quand t'expliques que tout à l'heure, quand t'expliquais que t'es allé dans le magasin pour prendre de l'alcool et que du coup la police est venue. Ou non, c'était pas la police, c'était Non, heureusement, c'était pas la police, c'était juste la sécurité du magasin. ouais. Est-ce que pendant tout ce temps-là où où t'avais des problèmes de papier, est-ce que pendant tous ces moments tu t'es senti rejeté par la France, rejeté ou au contraire, je sais pas comment tu t'es senti? Hmm. D'un côté, on va dire, je me sentais bloqué. Le fait de vouloir travailler, mais où tu vas, genre, je sais pas, c'est comment pas exister tout juste. T'as le droit à rien et tu peux rien faire. Parce que même si tu vas dans les associations, tu vas au resto du corps, par exemple. Il faut une domiciliation pour les restos du corps, malgré que tu es dans la rue ou pas, il faut une domiciliation. Ah bon? Donc, et ça peut, je sais pas, c'est les démarches à faire. Donc, si tu as quelqu'un qui peut te faire une attestation de logement, par exemple, même ou une attestation d'hébergement, même si elle est fausse, si quelqu'un il peut te la faire et après il la signe et tu la ramènes. Mais si tu sais pas, par exemple ça, tu t'as pas le droit. Les restaurants sociaux, t'as pas le droit non plus parce que t'es pas français, et t'as pas de carte de séjour, t'as pas la nationalité, donc t'as pas de papier, t'existes pas. Ça c'est dur par contre. Ouais. Oui, ça peut choquer tout le monde parce que niveau démarche, même si tu vas à la préfecture et tu essaies de trouver des aides et tout, pour l'assistance sociale, pareil. Tu vas à la maison de la métropole, par exemple. Et si t'as pas de papier, il faut pareil aussi une attestation d'hébergement pour avoir une assistance sociale. Sinon, t'as pas le droit. Et une fois que tu as une assistance sociale, par exemple, il va t'aider sur tes démarches, mais certains, pas tous, il t'as pas tous les droits, par exemple. Malgré que tu as vécu 15 ans en la France, pour le dire de cette façon, si demain tu demandes l'RSA, tu peux pas.
Si demain tu veux être inscrit sur France Travail ou des trucs comme ça, tu peux pas. Juste parce que t'as pas les papiers. Donc, et tant que t'as pas fait ça, tu ne figures nulle part. C'est comme si tu étais invisible. Ouais, t'es invisible. Aux yeux de la société ou de notre société, t'es invisible. Ça, c'est le côté dur, le côté où tu te dis, j'ai envie de lâcher parce que ça me déprime. Tu trouves plus qu'il y a des gens qui s'opposent à toi alors que t'as rien demandé. Moi, j'ai rien demandé pour être, pour être là dans cette position. Et puis, au lieu de ça, genre, il y a toujours les racismes, il y a toujours des gens qui t'agressent juste parce que t'es étranger, ou peut-être c'est de la jalousie, je sais pas. Tu l'as beaucoup vécu ça, Un petit les peu quand même, agressions. un petit peu quand même. Mais bon, après, ça m'a jamais fait mal pour le dire comme ça parce que je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, quand tu attends rien de personne, par exemple, il te fait les choses sans rien attendre. Même si la réponse à la réaction de la personne en face c'est mauvais ou c'est plaisante, quand t'attends rien, ça te choque pas en quelque sorte. Mhm. Mais après c'est dur, surtout par rapport aux agressions, tu vois, parce que c'est souvent, on va travailler, va faire quelque chose. euh, je sais pas, c'est toujours difficile dans cette situation. T'as déjà vécu des moments où, par exemple, tu dormais dehors et tu t'es aussi fait agresser dans la nuit Ouais, il y ou avait des jeunes du quartier qui venaient pour tout casser comme ça, juste par sport. des jeunes de quartier Et qui ouais, venaient juste casser. ouais, ils m'ont cassé la tente et tout. Ils m'ont dit rentre chez toi et tout. Alors que je dormais. Mais bon, ça, je pense que ça arrive. Qu'on peut rien faire de toute façon contre ça. Et moi, le seul truc que je garde dans ma tête, c'est que, bon, que je gardais dans ma tête à ce moment-là, c'est que, ouais, s'il m'arrive un truc, il faut pas que ça soit grave parce qu'après, je verrai pas mes enfants, tu vois. J'ai toujours pensé et fait les choses en fonction à mes enfants. Et c'est peut-être pour ça que la plupart des choses, quand me sont arrivées, j'ai pas pensé, juste, j'avais pas de réaction parce que je pensais surtout à mes enfants. Ouais, c'est que quand tu te faisais agresser, du coup, tu réagissais pas. Non, tu peux rien faire de toute façon. Je sais pas comment, si tu vas te lever et tu vas te battre. C'est juste, ça te dégoûte, ça t'énerve d'un côté. Et après, c'est aussi l'ignorance des gens. Le fait de pas connaître ta situation, ta position. Et du coup, c'est pour ça, ils t'agressent, tu vois. Mais je suis sûr que eux, à ta place, ils feront pas les malins, par exemple. Parce que on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui, par exemple, dans la même situation, ils seraient sentis bloqués, ils sauraient plus rien faire. Alors que moi aussi, sauf que j'ai essayé de trouver une solution. C'est peut-être pas évident. Non, mais déjà que la situation est dure, elle est compliquée. Quelque part, c'est pas de ta faute. Il y a aussi, enfin, le fait que t'arrives, on te donne pas les papiers facilement. Tu Hmm, connais mal la langue, tu te débrouilles, t'essaies enfin, on sent dans ton histoire que tu luttes, que ouais, tu luttes, que tu luttes, que du coup, qu'on te demande de t'excuser parce que t'es là à lutter. Je trouve ça dur. En plus, venant de ouais, gamins de cité, je trouve ça vraiment, ouais, ouais, ouais. venant de gens en général, en fait, je trouve ça vraiment abusif bah, déjà, t'es dans la rue, c'est déjà dur. Euh,
enfin, venir te dire, bah, va trouver un travail et tout, je trouve ça vraiment déplacé parce que enfin, t'es C'est... déjà dans la difficulté, Ouais. donc te pousser encore plus dans cette difficulté. Ouais, c'est parce que juger, c'est simple. Et je pense que... Bah, mais moi, hein, j'aurais jamais pensé à que tout ça allait m'arriver. Mhm. Jamais. Parce que chez moi, quand j'étais chez moi là-bas au Pérou, je travaillais tranquille, je menais une vie tranquille. Donc, j'aurais jamais pensé d'être dans la rue dans un autre pays. Ça s'est jamais passé dans ma tête. Et pourtant, j'ai dû le faire. Donc, je pense que c'est ça. Genre, juger, c'est tellement simple que tu penses pas que ça peut t'arriver à toi aussi. Et que quand ça t'arrive, c'est là où tu te retrouves avec toi-même et tu te dis, ah, mais là, et ouais, merde, je fais quoi maintenant? Donc, c'est un peu ça, hein. On se pose jamais la question, mais ça peut arriver à tout le monde. Même là, j'ai un pote qui est chilien, je crois. Tu sais, lui aussi, il a des travails, il a des enfants, il est pas marié, il est séparé, mais il travaille, ça fait au moins 10 ans qu'il est en France. Il a arrêté de travailler parce que son titre de séjour il expirait. Le temps qu'il fait les renouvellements, il peut pas bosser parce que ça marche pas. Il a un récépissé, mais le récépissé, ça ouvre pas tes droits. Il, il t'a pas un séjour régulier non plus. Donc c'est comment redevenir au début, tu vois, genre tu payes tes impôts depuis au moins 4 ans en France, tu t'occupes de tes enfants, tu fais tout. Tu travailles, tu es une personne honnête, tu as, ton appart, tu as tout. Mais par exemple là, tant qu'il n'a pas renouvelé ses trucs, tant que la préfecture il a pas répondu, bah il est encore illégal en quelque sorte. Bah, illégal tout court. Alors que ça fait plus de temps même que moi qu'il est en France. Il sait des choses qui arrivent toujours. Il sait parce que les lois maintenant, ils sont trop, euh, trop fermés, mais ça se contredit beaucoup aussi. Parce à côté de ça, il y a des gens qui sont dans la rue par choix, juste parce qu'ils veulent pas bosser, des gens qui se disent qu'ils sont anarchistes. Et en même temps, ils sont au RSA, où ils touchent les aides du gouvernement, tu vois. Donc, tu as des idéologies, ok, mais tu es pas du système non plus. Ouais. Donc, si tu choisis de pas travailler, choisis de pas travailler, mais touche pas les aides qui peut servir à d'autres gens qui ont vraiment besoin. Je sais pas, c'est tellement contradictoire tout ça. T'en as rencontré beaucoup dans la rue, des gens qui étaient anarchistes du coup? Pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que il y a, comme je disais, tous les cas sont différents. Et chaque personne est différente. Mais j'en ai même rencontré des gens qui disent d'être anarchistes et que ne le sont pas du tout. Et ça juste sert à cacher les fachos qui sont vraiment, tu vois. J'avais une coloc, un mec que je connaissais depuis longtemps. Mais lui, il jouait un peu en mode hippie, cool et tout. Mais à côté, il était raciste, il contribuait sur des trucs racistes et tout. Je l'ai démasqué parce que j'ai hébergé un pote. Et il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé parce que c'était un pote qui venait du Grenoble, français en plus. Que pour l'instant, il travaillait pas et tout parce que son père venait de mourir ou un truc comme ça. Et du coup, il avait du mal à décoller. Je l'avais dit de venir à squatter le canapé chez moi et tout, de partager un peu la maison. Comme ça, le temps qu'il fait sa domiciliation, ses papiers et tout, au moins, il peut se débrouiller après.
Sauf que mon coloc, il n'a pas aimé parce que ça le posait des problèmes d'avoir une personne en El Salin. J'ai demandé pourquoi. Au début, il me disait pas et tout. En vrai, il aimait pas les gens. Il aime pas les gens. Et on avait trouvé même des propagandes facho et tout dans sa chambre et tout. Ah ouais. Donc lui, il disait d'être quelque chose, mais en dehors ça, il était vraiment impliqué par rapport au truc fasciste et tout. Incroyable. Donc là, il a bien caché son jeu, hein, parce que je le connaissais presque depuis que je suis arrivé à Lyon. Et ça t'a rendu triste de voir ce qu'il était en réalité? Ouais, et en même temps, je me suis dit, bah bon, c'est son choix, non? Parce Mm. que c'est dommage de penser comme ça. Parce que justement, comme on dit, on ne se pense jamais que ça peut t'arriver à toi. Non, on se croit des fois qu'on est intouchable. Et que non, tant que t'es là, tranquille, pépousse, jamais ça va t'arriver quoi que ce soit. Et en vrai, ça peut arriver du jour au lendemain. Mm. Et du coup, là, comment tu vois ton futur? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Enfin, en avançant dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Justement, je suis en train de structurer un projet et de voir tout ça. J'aimerais bien avoir un resto à moi, Trop bien. mais pour l'instant, j'hésite à le faire ici en France. Je pense, bah, je me dis que ça serait plus intéressant de le faire chez moi et de travailler avec les gens de chez moi, les paysans, les petits producteurs et tout ça. Et en même temps, pour faire quelque chose pour ma région qui reste toujours petite, elle n'est pas très développée, y a pas vraiment grand-chose là-bas. Mm. Elle Donc, s'appelle comment? Huaraz. Juarez. C'est en plein cœur de la cordillère des Andes. Du coup, c'est tout petit, tout sauvage encore un peu. Mais Et ça, c'est joli, et justement, c'est dommage que ça soit pas développé, parce qu'il y a que le tourisme qui nous fait vivre là-bas. Et c'est pour ça que c'est dur. et ça Euh, t'a pris. Enfin, ça te manque? T'as pu y retourner un peu depuis ou... non, non, je vais pas retourner, j'aimerais beaucoup. C'est pour ça que je me dis, il faut que je fasse un petit truc là-bas peut-être. Faire un resto, mais en même temps garder les côtés sociaux où je travaille avec les gens, avec les petits producteurs et aussi je propose des petits plats ou des petits prix pour les gens qui ont besoin et tout, pour essayer dès que ça bouge un peu là-bas. J'ai peut-être eu la chance de pouvoir sortir de là-bas et dès que ça est mieux maintenant. Mais là-bas, c'est toujours la région, ça reste toujours une région pauvre, il y a toujours beaucoup de délinquance, il y a toujours les gens ils sont pas trop l'opportunité d'aller à l'école, d'avoir une bonne université, des choses comme ça. Donc, je pense surtout à ça, non? Et tu te... Qu'est-ce que tu mets en place un peu pour essayer d'atteindre cet objectif? Tu te donnes combien de temps? Tu aimerais y être dans combien de temps? 5 ans, je dis. 5 ans? Ouais. Là, pour l'instant, là, je profite, j'ai encore quelques jours parce que j'étais en arrêt par rapport à ma poignée. Donc, il me reste 3 4 jours. Et après ça, bah, il faut reprendre le travail et tout ça. Mais là, je pense que le plus dur, c'est de mettre à mon compte en premier et après faire les salaires et tout. Mhm. Mais tu vas y arriver. Ça se voit, t'as de la force, t'as J'espère, beaucoup de force. j'espère. Tu En vas y tout arriver. cas, je vais essayer quand même. Même si j'arrive pas après, On sait jamais je qui... pourrais toujours essayer. Oui, exactement. On sait jamais. Il y a plein de choses. Enfin, tu t'es prouvé que tu étais capable de faire plein, plein, plein de choses.
Donc, je pense sincèrement que... En plus, c'est un très beau projet, donc je pense sincèrement que ça ira quelque part. On va voir la suite justement. Pour l'instant, je pas envie de dire ouais, il faut le faire et tout, parce que en vrai, oui, il faut le faire. Mais bah, je pense, encore une fois, je pense à mes enfants et je crois que si ça m'éloigne de mes enfants, ça va retarder un peu les procès. Si ça m'approche de mes enfants, parce que ma fille, par exemple, il commence à découvrir ça, à découvrir la cuisine et tout. Il commence à faire un peu de la pâtisserie et tout. Moi, ça me régale parce que je suis toujours le premier à tester ces idées et tout. Et je suis toujours, ah, t'as fait ça? Oh, c'est trop bon. Bah, si, t'as gagné. Et je commence à voir ce côté, mais ça me fait peur justement le fait de me devoir éloigner. Et l'autre, ce que j'aimerais faire aussi un petit peu avant, c'est de ramener mes enfants là-bas au Pérou pour qu'ils connaissent son autre pays, pour qu'ils connaissent un peu plus de sa culture, comment il est. Et malgré toutes les petites difficultés, je sais que c'est un beau pays. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Mm. C'est important aussi. Oui, c'est très important. Eh bien, Yerko, merci pour ton témoignage. Merci beaucoup, beaucoup. Oh, merci à toi, merci à vous. Enfin, clairement, c'est incroyable de pouvoir partager tout ça. Ouais, c'est super intéressant. Et puis, t'es très apaisé. Je sais pas comment dire, mais t'as une énergie très douce et très calme. Avec. Enfin, tu nous racontes des tempêtes dans la vie, mais avec un Ouais, ton très doux et très apaisé. c'est parce que quand t'arrives des choses mauvaises, les jeunes ils disent non, mais ça te rend méchant après. Mhm. Et je pense pas. Je pense pas que ça te rend méchant. Ça t'aide à comprendre les choses justement. Genre, tu vois des personnages comme Joker par exemple qui devient fou à la fin par rapport à que la société lui tourne le dos, il arrive que des saletés, pour le dire comme ça, et lui il est déçu justement. Mais pas moi, parce que moi, justement, d'un côté, malgré tout ce que j'ai pu vivre, et des, des choses qui c'était atroces quand même, et qui sont même pas belles à se souvenir, même pas beaux à se souvenir. Tu vois, j'ai aussi croisé des belles gens avec qui j'ai beaucoup partagé et j'ai pu voir justement les choses d'un regard complètement différent. Mhm. Mais t'as rencontré ta famille, Hmm. comme ça. C'est ça justement. Et avec du recul, est-ce que si tout était à refaire et tout était à resubir, est-ce que pour la famille que t'as retrouvée derrière, est-ce que tu le referais? Ouais, Ouais. ouais. Et maintenant, c'est justement dans ce sens, c'est ça qui est cool parce que je sais qu'il y a des gens qui mettent la main sur le feu pour moi et que moi, avec plaisir, je le ferai aussi à mon tour. Et quand tu vois, quand tu marches dans la rue aujourd'hui et que tu vois, je sais pas, des gens qui sont sans abri et tout ça, est-ce que tu les regardes qu'est-ce que tu te dis dans la tête? Je suis toujours en train de parler avec eux, de voir si... Bah, le dernier, c'était une dame iranienne avec sa petite fille de 12 13 ans, que j'ai parlé avec elle. Et du coup, il me disait, ils sont pas à manger et tout. Donc, je suis parti au resto. J'ai dit à mon chef genre, j'ai demandé de prendre de la bouffe pour amener chez moi, entre guillemets, sauf que j'ai sorti, je donne, je donnais à la dame. Et aussi, dans la cuisine, on a un côté où, par exemple, surtout par rapport aux nouvelles règles, comme l'HACCP et tout, que c'est des règles d'hygiène super strictes.
Une fois que tu as fait par exemple les plats du jour, tu peux pas le garder pour demain, tu dois le jeter à la poubelle. Tu vois? Et bah pour moi, c'est affreux de jeter de la nourriture. Parce que bah, je l'ai vécu et derrière, il y a des gens qui sont pas à manger. Donc, je suis tout le temps à faire des petits barquettes et je me balade, je distribue comme je suis en vélo. C'est plus simple, je fais un tour, je donne des barquettes aux gens qui je croise et c'est bon. Je sais pas, je reste pas indifférent à tout ça, quoi. Je sais pas, c'est le normal. Aussi, même si je m'en sors maintenant, je sais que je peux toujours faire quelque chose. Bon. Ce C'est qu'il très faut beau. faire en tout cas. Mais c'est très beau, c'est très beau. Vraiment un témoignage d'humilité. Moi, je sais pas, je suis juste comme ça. Mais merci en tout cas, merci beaucoup, merci d'être venu, merci d'avoir partagé Hmm. ton histoire. J'espère que tu t'es senti à l'aise, j'espère que tu n'as pas eu trop chaud, parce que le parasol nous a lâchés sur la route. Non, mais c'est surtout lui, les pauvres, il était là avec les trucs. Jusqu'au bout. Mais non, non, franchement, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça. Et surtout si ça peut servir à quelqu'un comme expérience, il faut jamais lâcher, il faut toujours se battre. Donc ça, c'est important. Bravo à toi en tout cas, bravo pour tout. Et j'espère du fond du cœur que tu arriveras à sortir, à faire ton projet et que tes enfants pourront voir ta force et j'espère qu'ils sont conscients de la force que tu as. Merci. J'espère aussi y arriver. Ça va pas être simple, mais on verra. On va essayer, moi. On va essayer. Eh ben merci, merci d'avoir écouté le podcast. Laissez-nous des commentaires, likez, partagez. Et voilà, bisous. Trop cool. Ouais, c'était cool.